Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, grand bonheur de vous présenter deux organismes dévoués à faire plus et mieux pour nos jeunes et la planète. Alors installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Et bienvenue à cette deuxième saison des Héros Anonymes. On a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Annie Fournier, qui est directrice générale de l'organisme Boscoville. Bonjour, Mme Fournier. Bonjour, M. Lantaigne. Merci d'être avec nous. Merci de nous permettre d'avoir, j'ai le goût de dire, une petite fenêtre sur votre organisme, parce que Boscoville, c'est un nom qui résonne chez moi, qui doit résonner chez quand même quelques personnes. On dirait que ça fait partie d'un... Vous savez, là, quand on sait quelque chose, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi, on dirait que Boscoville, c'est un peu ça. Puis en même temps, c'est correct parce que le public cible de Boscoville, on aura la chance d'en parler. C'est pas nécessairement le public dans son ensemble, mais c'est quand même des services qui, ultimement, finalement, par ricochet, bénéficient à toute la société. Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien, Mme Fournier. Oui. Boscoville, c'est pas une ville, hein, c'est un organisme, c'est ça? Effectivement, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. Mais en fait, c'est important de retourner à l'histoire de Boscoville parce que le concept de Boscoville, à la base, était de créer une ville. Oh. Effectivement. Et le nom n'est pas étranger à ce concept-là qui avait été de penser comment on pourrait revoir la réadaptation chez nos jeunes au Québec. Ah, et là, ouais. on parle des années 70, 50, 70. Et dans le fond, les jeunes avaient le choix là, d'aller soit en maison fermée de redressement ou d'aller à Boscoville, qui était vraiment une nouvelle approche pour, disons, changer les parcours des jeunes qui avaient des problématiques de comportement ou qui avaient des problématiques de délinquance. Fait que ma question n'était pas complètement niaiseuse. Parfait. Non, merci, c'est gentil. Côté de la pas complètement. C'est important de revenir à l'histoire. Voilà. Aujourd'hui, Boscoville a bien évolué et ce n'est plus ce concept-là. Et ça n'aurait plus rien à voir avec une ville, mais on a gardé le nom. On va dire ça comme ça. Disons ça comme ça a fait son bout de chemin depuis ce temps-là. Et puis maintenant, votre mission, aujourd'hui en 2023, j'imagine qu'elle tourne encore autour des jeunes, mais probablement d'une façon différente. Oui, tout à fait. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de développer, de déployer et de promouvoir les meilleures pratiques de prévention et d'intervention pour les professionnels dans le domaine psychosocial. Donc, à Boscoville, dans le fond, on réfléchit avec notre équipe clinique aux meilleurs moyens d'intervenir et d'aider nos jeunes au Québec. Et tout ça en collaboration avec la recherche. Donc, on passe du temps aussi à évaluer ce qu'on fait pour après ça dire, quand on est sûr que ça fonctionne, on le déploie et on vient soutenir l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des jeunes, que ce soit dans les milieux de la petite enfance, les milieux scolaires, les milieux du réseau de la santé et services sociaux ou les milieux communautaires. Fait que quand vous parlez d'intervenir auprès des jeunes, on ratisse large. On n'est pas juste, par exemple, dans de la santé mentale ou dans de la délinquance. On est dans tout ce qui touche les jeunes? Effectivement. Donc, nous, on va partir d'un problème ou d'un besoin, une problématique. Puis, nos agents de développement à Boscoville vont réfléchir au meilleur modèle de prévention, d'intervention concernant cette problématique-là. Donc, c'est vrai que ça peut ratisser large. Évidemment, on va dire qu'on se tient autour de notre tranche d'âge, là, c'est 0-25 ans. OK. Le 25 ans, c'est pour aller jusqu'à ce qu'on appelle la transition vers la vie autonome. Là. Les jeunes peuvent sortir, par exemple, de la DPJ puis qui ont besoin d'être accompagnés pendant une certaine période de temps. Donc, on fait 0-25 ans là, dans notre mission. Mais globalement, c'est vrai que ça peut aller à des problématiques de comportement, difficultés comportementales, jusqu'à la dépression, l'anxiété de performance, ou même les meilleures pratiques pour soutenir les habiletés parentales, par exemple. Donc, c'est assez large. Vraiment. Donc, ça prend un certain niveau d'expertise que ce que j'imagine votre équipe a. Ça ressemble à quoi, votre équipe, en termes de je vous dire, en termes de profession, mais surtout en termes d'expertise? Qu'est-ce que vous avez réuni autour de la table pour être capable vraiment de se pencher puis de réfléchir à ces enjeux-là? Parce que dans le fond, votre équipe, si je comprends bien, c'est celle qui va aller en former d'autres ailleurs pour
amener les meilleures pratiques puis amener des pistes de solutions. Bien, tout à fait. Ben, en fait, notre équipe ou notre structure organisationnelle est composée de deux principaux pôles. Il y a notre équipe développement que j'appelle, qui est à l'intérieur desquels on a des agents de développement. Ces agents-là sont généralement des professionnels de différents secteurs. On a une proportion importante de psychoéducateurs à Boscoville parce que on est le berceau de la psychoéducation. C'est sur le site de Boscoville et dans notre organisation que ça a été, je dirais, que ça a pris naissance, là. Donc, on a beaucoup de psychoéducateurs, mais on a aussi des travailleurs sociaux, travailleuses sociales, des psychologues, sexologues, différents professionnels là, du domaine de santé psychosociale. Donc, eux sont nos agents de développement et ils vont réfléchir, comme je vous disais, avec nos chercheurs et en collaboration avec plusieurs universités aux meilleures pratiques. Ils vont aller expérimenter sur le terrain ces pratiques-là. Avec les milieux avec lesquels on va travailler. Puis ensuite, une fois que c'est bien campé puis qu'on est sûr de ce qu'on a créé, ensuite, ça va être transféré à notre équipe de déploiement. Donc là, on a des agents de déploiement qui, eux, sont spécialisés surtout en transfert de connaissances ou je ne dis pas où, mais surtout en gestion de changement puis en intégration de nouvelles pratiques. Donc, parce que dans notre volet déploiement, on ne fait pas juste donner de la formation, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement à plus long terme pour être sûr que les pratiques qu'on enseigne ou qu'on implante, de un, s'inscrivent bien dans le milieu, puis de deux, vont rester dans une certaine pérennité. Donc, on va accompagner les équipes à intégrer cette nouvelle manière de travailler-là. On va travailler avec les gestionnaires. Donc, et ça va se faire parfois sur une période de 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certains de nos programmes. Ah oui. Donc, c'est un peu la composition de notre équipe, je dirais, là, des opérations, mais ceci dit, on travaille aussi, on a des chargés de projet, nous, à l'interne, qui vont gérer l'ensemble de nos projets, dont c'est le métier là, dans la vie. Donc, c'est des gens qui sont diplômés là, comme chargés de projet. Puis, on a aussi tout notre fantastique personnel administratif qui va venir soutenir tout ça. Une équipe des communications, marketing et autres, là, finance, pour faire marcher toute cette belle organisation-là. Bien, vraiment, c'est une belle mission que vous avez. En tout cas, vous répondez à beaucoup d'enjeux actuels, puis je vais vous dire aussi d'enjeux futurs. On le voit depuis quelques années, puis je prends l'exemple parce que vous naviguez pas uniquement autour là, des centres jeunesse, mais centres jeunesse, bon, en ce moment, il y a quand même pas mal de syndicats très actifs là, avec les grandes grèves et tout ça. On voit les professionnels de la santé, du communautaire, des centres jeunesse, parce que vous travaillez aussi avec les écoles, les CIUS, les CIS, les centres de services scolaires. On voit ces gens-là être un peu, je vais vous dire, fatigués, peut-être même beaucoup fatigués ou à manquer de ressources. Et vous, ben, c'est votre clientèle directe. Vous êtes là pour leur montrer ou les accompagner dans peut-être changer leur intervention, voir ça d'une façon différente. À quel point ils sont, je voudrais dire, accueillants et ouverts dans un contexte où on les perçoit un peu comme essoufflés. Fait que d'en s'en rajouter ou de refaire les choses différemment, est-ce qu'il y a une ouverture? Y a-t-il une place à ça? C'est une excellente question que vous apportez. Puis j'ajouterais même qu'au-delà du réseau de la santé, des services sociaux, des PJ, là, un autre de nos grands partenaires est tout le réseau scolaire, là, qui est exactement dans la même position actuellement que le réseau de la santé et des services sociaux. Là. Donc, puis je vous dirais que bien au contraire, on est très bien accueillis. Wow. Pourquoi? Parce que une des valeurs ajoutées de Boscoville, c'est vraiment cette notion d'accompagnement avec les équipes. Et nos agents de déploiement sont formés à faire d'abord une analyse des besoins du milieu. Quand on arrive dans un milieu, c'est jamais vierge d'intervention ou d'outils. Là. Les gens ont déjà des façons de travailler. Donc, on fait toujours cette première analyse-là. Et ensuite de ça, on va réfléchir à comment cette nouvelle pratique-là va pouvoir s'intégrer dans le coffre à outils existant. Donc, on ne vient pas prendre les outils et dire, bien, on jette ça par la fenêtre, puis maintenant, on travaille autrement. On va vraiment prendre le temps de dire, bien, les gens ils ont déjà des compétences, ont déjà des façons de faire, puis il y a des choses qui marchent bien. Comment, dans le fond, notre nouveau programme peut juste s'inscrire là-dedans ou s'inscrire en continuité. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, les gens, dans le fond, un des enjeux majeurs qui est crié aussi justement par le personnel, c'est ce sentiment justement
de ne pas avoir le temps de bien faire leur travail, de le faire comme il faut. Hein. Ces personnes-là sont là pour porter une mission importante auprès de ces jeunes-là. Puis ils ont besoin de se sentir outillés, ils ont besoin de se sentir équipés comme il faut pour bien faire leur travail, puis pour donner un sens à ce qu'ils font à tous les jours. Donc, on travaille avec beaucoup de bienveillance à Boscoville pour prendre soin des équipes, leur porter un certain un accompagnement jusqu'au bout, puis leur donner le temps de faire ces apprentissages-là. Donc, en règle générale, là, on est bien accueillis. Puis certains même de nos programmes, pour ne pas en nommer un, là, qui est le programme SCP, entre autres, va nécessiter ce que nous, on appelle un vote de confiance. Là. C'est-à-dire que avant même de l'implanter, on va s'asseoir et faire une présentation de l'ensemble de l'œuvre du programme à l'équipe de gestion, puis ou de direction, puis ensuite à l'équipe école au complet. Puis on va demander à l'équipe école de se prononcer sur le fait qu'ils acceptent ou pas cette en amont comme pratique. Ça. Donc, en amont, et avec ce vote de confiance, on va continuer de progresser. Puis là, ensuite, on travaille avec un comité interne de l'école pour vraiment qu'ils s'approprient les outils puis qu'ils développent à même leur mur. Puis nous, on vient juste en appui puis en accompagnement. Là. Donc, il y a même certains de nos programmes qu'on va jusque-là. Là, on s'assure d'avoir ce vote de confiance avant même de partir la machine puis de dire, ben là, voilà, on va vous montrer une nouvelle façon de faire. Ah, mais c'est génial. Vous n'arrivez pas avec vos gros sabots pour dire à partir de maintenant, c'est de même ça se passe, puis arrangez-vous avec ça. Là. Clairement pas. Puis c'est important pour nous à Boscoville de ne pas avoir cette approche-là de nous, on sait tout, puis on est des experts, puis on vient vous dire quoi faire. Là. C'est clairement pas dans notre culture, ni dans notre culture d'entreprise. On n'est pas comme ça à l'interne entre nous, puis on ne l'est pas non plus avec les milieux avec lesquels on accompagne. Au contraire, on pense que c'est eux les experts de leur milieu. Puis nous, on vient juste les guider ou les aider puis être en appui. Bien, je trouve ça extraordinaire. Les valeurs que vous portez, la bienveillance, puis comment elle se manifeste autant dans votre organisation, mais aussi en relation avec les autres intervenants avec lesquels vous œuvrez. Boscoville, on l'a clarifié tantôt, il ne faut pas chercher là, sur la carte du Québec exactement c'est situé où. Mais votre portée, est-ce que ça couvre l'ensemble du territoire du Québec, vos interventions? Oui, tout à fait. Notre mission, elle est provinciale, donc nos agents de développement, autant développement que déploiement, là, sont appelés à se promener à travers le Québec. Donc, c'est important pour nous que nos bureaux là, sont situés principalement dans la grande région métropolitaine, mais notre mission, elle n'est pas du tout restreinte à ce territoire-là, bien au contraire. Puis là, on peut facilement se targuer là, depuis l'année dernière d'être dans toutes les régions du Québec. Wow. Il nous restait la côte nord qu'on n'avait pas encore. Et là, on a eu quelques ententes dernièrement. Donc, oui, on travaille avec toutes les régions du Québec. Là, partout, on peut retrouver nos programmes là, à Boscoville. Ah ben, c'est rassurant de savoir que ce que vous déployez, dans le fond, bénéficie à l'ensemble des intervenants, puis ultimement, à l'ensemble de ces jeunes-là de 0-25 ans. Clairement, vous avez une mission là, qui résonne beaucoup, en tout cas chez moi aujourd'hui. Annie Fournier, vous êtes arrivée chez Boscoville quelque part en 2021. Avant ça, vous avez travaillé à la Fondation Marie-Vincent, vous avez travaillé au CAVAC. De la Montérégie, donc le centre CAVAC, là, je vois de mémoire le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Oui, exactement. Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la Montérégie. Vous, là, travaillez dans un jardin là, avec du monde là, qui ne l'ont pas eu rough, ça vous a jamais tenté, hein, je comprends bien? Non, c'est vraiment pas. C'est pas ce qui m'allumerait en tout cas. Mais ceci dit, je suis rien contre le jardinage, au contraire, ça fait partie de mes week-ends. Vous avez une forme d'équilibre. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Boscoville est arrivé sur votre radar, dans le fond, suivant votre parcours, là? Bien, en fait, c'est un très heureux hasard parce que, dans le fond, j'ai travaillé pendant 13 ans avec les jeunes victimes de violences sexuelles à la Fondation Marie-Vincent. D'abord comme sexologue clinicienne, je faisais l'évaluation puis le traitement de ces jeunes victimes. Ensuite, je suis devenue chef d'équipe, puis coordonnatrice, puis finalement directrice des services professionnels. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à vouloir développer mes compétences en gestion. Parce que
je sentais que j'avais des habiletés, mais que j'avais pas tout le coffre à outils. Fait que j'ai décidé d'aller faire mon MBA en même temps que je travaillais. Oh. Puis, je suis partie au CAVAC de la Montérégie pendant 2 ans avec une super mission qui collait encore à toutes mes aptitudes. Puis, j'avais une mission précise là, dans ces 2 années-là de travailler sur la cohésion parce que le CAVAC de la Montérégie, c'est sur un très, très grand territoire. Là. C'est 14 points de service dans un territoire immense. Oui, puis c'est ça, la Montérégie, c'est pas juste Longueuil, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Non, c'est pas juste Longueuil. Puis c'est beaucoup... c'est plusieurs districts judiciaires, c'est plusieurs corps policiers avec lesquels travailler. C'est vraiment une région très complexe, la Montérégie. Donc, j'ai adoré cette expérience-là. J'en ai appris beaucoup. Puis, à un moment donné, là, j'ai commencé à m'ouvrir à l'idée de vouloir peut-être aller vers un poste de direction générale et au moment d'en parler avec ma gestionnaire, parce que j'étais très ouverte sur le sujet, j'ai eu cette proposition de peut-être prendre la direction générale de Boscoville et j'ai embarqué dans l'aventure. Puis depuis, c'est un énorme coup de foudre professionnel, autant parce que c'est une équipe extraordinaire, allumée, investie, engagée et stimulante que parce que c'est une mission aussi qui vient rejoindre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie. Là. Donc, puis encore plus avec ce que vous disiez tantôt, là, les professionnels du réseau qui ont tellement besoin d'être bien outillés, de se sentir confiants pour continuer de faire leur précieuse mission. Fait que c'est fantastique. C'est vraiment un très beau rôle. Vraiment. Et ce coup de foudre-là, on l'entend très, très bien. Annie Fournier, directrice générale de Boscoville, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause, puis on poursuit cet échange super intéressant dans quelques instants. Merci. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Annie Fournier, directrice générale de Boscoville. Boscoville, on le découvre, en tout cas moi je le découvre avec grand plaisir. Je trouve que c'est une organisation qui est extraordinaire, puis qui se positionne en tout cas très très bien dans ce grand écosystème-là de protection, mais aussi d'évolution et d'accompagnement auprès des jeunes de 0-25 ans. Boscoville, pour les gens qui, comme moi, ne sommes pas intervenants, donc on ne va pas être formés ou accompagnés là, par des gens de Boscoville, probablement dans notre carrière. Avez-vous un programme ou une initiative que vous pourriez nous parler, qui pourrait nous permettre de bien comprendre ce que vous faites? Là? Puis c'est pas nécessairement celui-là, mais j'ai entendu parler du programme Blues avec les adolescents, mais je suis ouvert à tout autre programme. Vous les connaissez certainement mieux que moi, mais juste pour qu'on comprenne exactement, ça se matérialise comment? Ben oui, ça va me faire plaisir. Blues, c'est un magnifique programme qui est très important, qui joue un rôle majeur actuellement auprès de nos jeunes adolescents, jeunes adultes, là, je dirais. C'est un programme qui s'adresse à une clientèle là, secondaire et niveau cégep. Donc, c'est d'abord un programme qui est arrivé des États-Unis. C'est une initiative qui existait déjà aux États-Unis. Puis, nous, à Boscoville, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette initiative-là et on l'a retravaillée pour en faire une initiative collée à notre réalité québécoise. Donc, on a travaillé avec un chercheur, Frédéric Brière, Feu Frédéric Brière, parce que malheureusement, il est décédé, mais on a travaillé avec lui pour développer cette mouture québécoise et l'évaluer dans un premier temps. Puis ensuite, on a créé une application qui s'appelle le Blues Web, qui sert, dans le fond, à soutenir tout le programme avec les intervenants. Donc, ce programme Blues, ce sont des ateliers, 6 ateliers qui sont animés auprès de jeunes qu'on a préalablement détectés grâce à un questionnaire qui nous permet de cibler les jeunes qui présentent des symptômes dépressifs inquiétants ou un peu plus élevés que la moyenne. Puis, à ce moment-là, on les invite à participer à des ateliers, à ces ateliers de 6 semaines, où ils vont apprendre à gérer ces symptômes, à passer à travers cette période difficile et ils vont pouvoir utiliser donc l'application Blues Web pour faire l'ensemble de ces apprentissages et de ces ateliers-là avec des intervenants des milieux scolaires qui
ont été formés, dans le fond, par Boscoville à mettre en place et animer le programme Blues. Donc, grosso modo, là, je viens de vous résumer ça. C'est sûr que je fais ça rapidement, mais c'est un peu ça, Blues. Et donc, on a nos agents de déploiement maintenant qui, partout à travers la province, forment les milieux scolaires, les gens du réseau de la santé et des services sociaux, là, parce que Blues existe aussi en CLSC, dans certains hôpitaux, dans le département de pédopsychiatrie, par exemple, ou dans les cégeps écoles secondaires. Là. Wow. Wow, vraiment une belle initiative. Puis vous avez parlé là, de Blues Web, là, puis ça m'interpelle. Évidemment, la façon dont vous accompagnez puis vous formiez les intervenants il y a quelques années versus maintenant, puis aussi le fait que vous ayez une portée provinciale, est-ce que ça vous challenge ou ça vous donne des opportunités? Parce que j'imagine que vous devez vous tourner aussi vers la technologie en matière de pédagogie notamment. Là. Absolument, absolument. Puis je suis heureuse que vous posiez la question parce que aujourd'hui même, je suis en rencontre chez Microsoft parce qu'on est en train de travailler sur un virage technologique pour faire la technopédagogie. Donc, vraiment transformer une partie de notre transfert de connaissances là, dans un modèle plus technopédagogique. Puis on réfléchit même là, à inclure l'intelligence artificielle au travers de tout ça. Donc, comment on va pouvoir, dans le fond, garder l'expertise de nos agents de déploiement pour là où il y a de la valeur humaine ajoutée, Ben oui. je vais dire ça comme ça, dans la gestion du changement, dans l'accompagnement des équipes, puis avoir cet outil technopédagogique-là pour pouvoir transmettre toutes les connaissances là, plus théoriques, mais pratiques aussi, parce que dans les plateformes de transfert de connaissances, maintenant, on peut même pratiquer certaines choses ou expérimenter certaines choses. Là, donc, ça va nous permettre aussi là, d'avoir une portée plus grande, d'aller encore plus loin avec nos connaissances, puis peut-être limiter aussi des déplacements, soit des équipes ou de notre équipe ou de nos partenaires. Là. Donc, c'est vraiment un virage important qu'on a entamé là, depuis un an. Donc, et on s'en va vers ça pour beaucoup de nos programmes. En tout cas, on veut tous les réviser puis voir comment on peut, là, excusez-moi l'expression, je l'invente, là, mais technopédagogiser tous nos programmes. Donc, c'est un peu ça le but. Wow! Ben c'est hyper inspirant, puis c'est aussi, en tout cas, je suis content d'entendre ça. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, parce qu'ultimement, oui, vous accompagnez, vous formez des intervenants, mais ultimement, des fois, il y a des outils qui vont se rendre jusqu'à la clientèle, puis il faut parler leur langage, puis les outils doivent aussi refléter le fait qu'on est en 2023 et bientôt 2024, donc ça doit être hyper inspirant et motivant comme initiative. C'est important pour nous à Boscoville, ça fait partie de notre ADN de rester innovant. Je sais que c'est un mot galvaudé puis tout le monde se dit innovant, là, complètement. Mais je vous disais que d'entrée de jeu là, que Boscoville, c'est le berceau de la psychoéducation, mais c'est à Boscoville qu'on a inventé cette science-là. Donc, on était innovant même dans nos premiers balbutiements, puis ça reste quelque chose qu'on a toujours gardé dans notre histoire, puis notre ADN, puis notre culture, d'essayer de comment on peut faire différemment, comment on peut sortir de la boîte, comment on peut amener les jeunes à avoir le meilleur de notre société en leur donnant les outils les plus avancés. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait aussi partie beaucoup de nos valeurs. Ben, ce sont des valeurs qui vous honorent depuis 2001, si je ne me trompe pas. Oui. Clairement, donc, le berceau de la... comment vous dites déjà le berceau de... La psychoéducation. Voilà. Oui, c'est beau, la science de la psychoéducation, là, c'est-à-dire les premiers psychoéducateurs qui ont existé dans le monde, ben ils ont émergé de Boscoville. Ah, ben quand même. C'était des professionnels qui travaillaient à Boscoville et ils ont inventé la science de la psychoéducation. Wow. Aujourd'hui, qui existe un peu partout. Ben oui. Puis il y a plusieurs universités qui offrent le programme, mais c'est né sur notre site avec les pairs de la psychoéducation qui ont fait des innovations sociales à Boscoville. J'adore ça. Et juste pour nous donner une idée, parce que vous n'êtes pas une entreprise là, privée, vous êtes comme un OBNL non. soutenu par, j'imagine, le gouvernement du Québec, en bonne partie, le ministère de la Santé et des Services sociaux? Oui, c'est un peu ça. Hein? On est une OBNL. En fait, on est un organisme de charité, mais dans le fond, on reçoit, entre autres, des fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a aussi certains
fonds privés, parfois de donations, de fondations qui nous aident, dans le fond, à implanter nos programmes, qui peuvent, par exemple, soutenir le déploiement de Blues en disant, on offre l'opportunité à 10-12 écoles de bénéficier du programme gratuitement. Donc, puis, il y a certains de nos services qu'on va facturer aussi là, à certains partenaires à un coût évidemment très abordable là, pour que ce soit accessible, mais ça, c'est aussi une partie de notre financement. C'est très rassurant de savoir que nos fonds publics sont utilisés à un aussi bon escient, puis qu'il y a aussi d'autres partenaires qui embarquent dans certaines initiatives. Et puis, avant qu'on se laisse dans quelques minutes, je me demandais, vous êtes pas implanté, c'est pas le bon mot, mais vous rayonnez, disons, dans combien de milieux au Québec? Parce que vous avez parlé, on a parlé d'organismes communautaires, santé, jeunesse. Vous êtes où à peu près dans votre dernière année? Dans notre dernière année, là, on avait 90 milieux partenaires qu'on a desservis. Là-dedans, il peut y avoir des équipes là, ça peut aller de 10, 12 à 50 personnes, là, ça dépend. Donc, c'est à peu près en moyenne le nombre de milieux qu'on a, de milieux partenaires où est-ce qu'on déploie en ce moment. Là, donc, autour de 90 par année. Je vous disais, il y a certains programmes qui peuvent prendre jusqu'à 3 ans d'implantation. Ça veut dire que le partenaire reste un client ou un partenaire pendant 3 ans. Il y en a d'autres que c'est une année. Donc, après une année, on a terminé puis on passe à un autre milieu. Donc, en moyenne, là, c'est à peu près autour de 90 milieux par année qu'on dessert. Quand même, vous avez du pain sur la planche. Vous avez une très, très belle équipe avec vous, j'en doute pas. Clairement, on sent la fierté d'être à Boscoville, mais aussi probablement et certainement, je vais vous dire, la fierté d'avoir une belle équipe avec vous. Vous faites un travail... je trouve extraordinaire. Merci d'exister, Annie Fournier et Boscoville. Merci, M. Lanteigne. Et les gens qui veulent... Oui, allez-y, pardon. Je veux dire, c'est apprécié que vous soyez autant intéressés à notre mission. En fait, c'est un honneur de pouvoir en parler. Puis c'est important pour nous de bien faire connaître ce qu'on fait parce que je pense qu'on fait quelque chose d'important pour le reste du réseau puis de la société. Là. Totalement. Et les gens qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller visiter boscoville.ca, pas la ville elle-même, mais vraiment boscoville.ca sur Internet. Et ce fut un très, très grand plaisir, Annie Fournier. Merci d'avoir été avec nous. Et vous, en ondes, écoutez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lanteigne. Je ne me tanne pas de cette voix qui me dit que vous écoutez Les Héros Anonymes. Alors, écoutez, vous écoutez effectivement Les Héros Anonymes. Puis pour la deuxième partie de l'émission, grand plaisir de recevoir en studio Catherine Houbard, directrice générale d'un organisme qui s'appelle le GRAM. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Très bien, merci. Excellent. Merci d'être là. Merci de me faire découvrir cet organisme-là, le GRAM. Puis on va l'appeler le GRAM, je pense, pour le résultat, parce que le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, je vais manquer de salive. Et puis je pense que vous êtes rendu à surfer sur le nom du GRAM depuis un certain temps. C'est quoi le GRAM? Si je vous croise dans la rue, là, puis que j'ai aucune idée c'est quoi, comment vous m'expliqueriez ça? Le GRAM, on est un organisme de bienfaisance fondé il y a bientôt 35 ans qui œuvre à bâtir des collectivités résilientes dans un environnement sain et durable. Puis, vous l'avez dit au nom long. Le nom long, en fait, là, il y a le défaut d'être long, mais il y a la qualité de tout dire. Recommandations et d'actions pour un meilleur environnement. Je trouve ça super beau. Je vais vous dire, évidemment, j'ai rien contre la vertu pour tout ce que vous avez dit. Le GRAM, vous êtes basé à la Chine. Exact. Est-ce que votre territoire, c'est la Chine? Non, tout dépendant des programmes puis des activités qu'on fait, là, on va varier nos échelles d'intervention. On est beaucoup dans l'ouest de l'île, l'ouest du Grand Montréal. Il y a des besoins en environnement de ce côté-là. Puis c'est physiquement près de nos bureaux. Mais tout dépendant des programmes, là, on va travailler dans différentes localités du Québec. On a déjà eu des projets avec la MRC de la Haute-Côte-Nord, par exemple. Vous n'avez peur de rien. Vous êtes la deuxième à parler de Côte-Nord dans cette émission-là. Clairement, il s'est passé quelque chose sur la Côte-Nord. Là, l'organisme d'avant vient maintenant d'agrandir son territoire et de couvrir la Côte-Nord. Le GRAM, on parle, un meilleur environnement. On a compris avec le temps que maintenant, les enjeux climatiques, c'est plus propre exclusivement aux organismes qui font la prévention, mais on n'est plus dans la prévention, on est plus dans le rattrapage avec l'urgence climatique.
toutes les organisations devraient le considérer, mais vous êtes clairement au-devant de tout ça. Vous êtes là pour sensibiliser les gens, pour éduquer la population. C'est quoi? Où vous vous positionnez là-dedans? Bien, dans le fond, on constate qu'il y a des crises planétaires importantes. Là. Oui, changement climatique, mais aussi la perte de biodiversité, la pollution, la surconsommation. Puis, on sait que tout ça, c'est interconnecté. Oui. Puis, c'est des grands enjeux. On essaie d'apporter notre contribution à notre échelle. Et on le fait en activant 3 leviers d'action. L'intervention directe sur le terrain, l'éducation et la sensibilisation relative à l'environnement et l'influence ou les missions de recommandation. Donc, on essaie autant que possible d'activer ces leviers-là dans tous nos programmes. Il y en a certains pour lesquels on est très, très axé sur la sensibilisation, d'autres très intervention et ainsi de suite. Mais c'est nos outils. C'est vos leviers qui vous permettent de livrer votre mission. Mm-hmm. Disons que moi, je suis un citoyen de la Chine, là, on va dire, pour l'exemple. Quand est-ce que je risque de croiser le gramme sur ma route dans ma communauté? Ah, bien, à la Chine, il y a beaucoup de chances de croiser le gramme. Plus de chances qu'ailleurs. Définitivement. Ouais. On est mandataire de l'écoquartier de la Chine depuis 12 ans. Ça, le programme Écoquartier, c'est un programme qui a été pensé par la Ville de Montréal. Oui. La plupart des arrondissements offrent d'offrir le mandat Écoquartier, puis c'est pris par des organismes. Et puis, c'est un programme d'intervention et de sensibilisation auprès des citoyens. Donc, on fait des services en environnement, on tient des kiosques, on fait des ateliers, des conférences dans les bibliothèques, dehors, dans nos locaux, dans les écoles. On va offrir différents services. Là, on a un point de collecte pour les matières résiduelles qui se récupèrent, mais qui ne vont pas dans le bac vert. Ouais. Donc, à la Chine, il y a beaucoup de chance. Numéro 6, le fameux exemple, plastique 6. Celui-là, on l'a eu dessus. OK. Puis, à part du programme Écoquartier, ben, on a des activités avec les écoles, d'autres types de programmes pour le grand public. On offre des subventions à l'achat de produits d'hygiène personnelle durable. Donc, à la Chine, les gens connaissent le gramme. J'espère. Bien souvent. J'espère, assurément. Vous avez parlé d'écoquartier, puis quand vous avez dit écoquartier, c'est drôle, mon premier réflexe, c'était de penser à un éco-centre, puis clairement, c'est pas la même chose. Non. On n'arrive pas chez vous avec nos pots de peinture, là. Non. Ni notre gros pick-up rempli de stock qu'on veut se débarrasser. De construction, ce genre de choses-là. Par contre, comme il y a quelques éco-centres à Montréal, mais qui sont plutôt loin de beaucoup de gens, ben, quand on est capable, on va aller récupérer des matières, comme les petits appareils électroniques. Ben, en fait, pas juste les petits, les appareils électroniques, les cartouches d'encre, les piles, le fameux plastique numéro 6, donc le styromousse, pour ceux qui nous écoutent, c'est ça le plastique 6. Fait que c'est le genre de choses qu'on va récupérer. Des produits, des résidus de produits d'hygiène buccale, des brosses à dents, des tubes de pâte à dents qui sont vides. On ne peut pas mettre ça dans le bac là, de recyclage, mais nous, on le récupère puis on l'envoie au bon endroit pour que ce soit recyclé. Ah, wow! OK, mon Dieu, on a tout à gagner de découvrir le gramme, en tout cas à la Chine, assurément, puis, mais à l'extérieur de tout ça. Moi, je connaissais pas, j'habite pas à la Chine. On se dit, mais pas très, très loin. Mais j'ai découvert votre organisme parce que, je connais une de vos membres du CA, pas n'importe quelle, la présidente, et elle me parle de ça. Et à chaque fois qu'elle me parle du gramme, elle a des étoiles dans les yeux. Je vous regarde, vous avez des étoiles dans les yeux aussi. Qu'est-ce qui se passe au gramme que vous avez pour être aussi... Tout le monde est toujours motivé, tout le monde aime sa cause, c'est toujours la plus belle cause du monde. C'est sûr, quand on choisit de travailler dans un organisme de bienfaisance ou un OBNL, il faut qu'il y ait un minimum de fit avec la cause. Là. Vous ne vendez pas des balayeuses. Mais qu'est-ce qui se passe de magique au gramme? Vous êtes là de quoi? Depuis 5 ans? Oui. Vous êtes DG, par intérim au départ, mais vous êtes DG depuis, on va dire, 3 ans, un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette histoire d'amour-là commence puis perdure? Je vais commencer personnellement, puis je vais essayer d'extrapoler pour l'équipe, là, mais j'ai été embauchée au gramme comme chargée de projet en verdissement. Ma mission de vie personnelle, c'est d'accroître la place de la nature en ville. Et que j'y trouvais bien mon compte dans la mission. Puis quand j'ai mis les pieds au gramme, j'ai découvert une équipe qui était ultra positive, motivée, emballée, mais qui était capable aussi de réaliser des belles et grandes choses. On a un super esprit d'équipe. Puis je pense que c'est ça qui fait ce qu'on est, puis pourquoi les gens aiment travailler chez nous et avec nous aussi. C'est le caractère positif, rigoureux, la capacité d'agir, mais le sentiment de vouloir bien faire les choses en collaboration avec les autres. Là,
on va pas sauver la planète nous tout seuls, on le sait. Donc, c'est un amalgame de bons sentiments. Ben oui, ben vraiment. Puis clairement, vous les avez encore, ces bons sentiments-là. Ah oui, ben oui, plus que jamais. Oui. Quand on parle d'environnement, je vais vous dire, il y a une partie du public qui est déjà convertie, hein, tu sais, qui fait, ben oui, c'est sûr, si je peux faire plus, chaque petit geste compte. Puis il y a une autre partie qui va faire, bon, on va encore me parler d'essayer de faire du zéro déchet, puis de faire mon linge moi-même, puis de faire le plus que je peux avec des pois chiches. À qui vous parlez comme organisation? Est-ce que vous parlez à tout ce monde-là? Est-ce qu'il y a du monde qui vous écoute moins, qui vous réussissez à sensibiliser en les amenant peut-être pas là, jusqu'à pas l'extrême, parce que c'est pas un extrême, Ouais, c'est un beau souhait. Comment les gens réagissent finalement quand vous allez les voir? Ben c'est ça. Comme vous avez dit, c'est très, très variable. Ouais. Ça dépend des gens. Ça dépend d'où ils sont aussi dans leur vie, leurs préoccupations, leurs urgences. Hein. Fait que, bien sûr, on parle à un bassin de convertis, définitivement. Ouais. On est content de les avoir avec nous. Puis après ça, ben pour les autres, là, on fait beaucoup, entre autres, d'ateliers dans les écoles. Puis même auprès des tout-petits dans les milieux de garde. Fait que là, on passe des messages aux parents pendant ce temps-là. Oui. Fait que il y a des accroches qui se font comme ça là, auprès de nouveaux publics, beaucoup par les enfants, les jeunes. C'est certain aussi qu'il arrive des moments où la personne a beau pas avoir d'intérêt en environnement ou quoi que ce soit, à un moment donné, il y a quelque chose qui va l'accrocher ou qui va... ou bien il y a quelque chose de très local où on va dire ben ça n'a pas de bon sens que ça fonctionne comme ça, pourquoi c'est de même? Puis là, en creusant, ben elle atterrit sur un enjeu environnemental. D'autres fois, ben c'est de l'obligation, puis là, on y amène à comprendre le sens derrière l'obligation. Fait que, ouais, il y a autant de publics que de solutions pour les rejoindre. Ben oui. Ah ben vous faites bien de taper, je vais vous dire, taper sur tous les clous, mais vraiment de regarder tous les angles, puis de passer par les jeunes pour encourager l'éco-citoyenneté. Je pense que c'est un bon levier. Je peux pas généraliser, je vais prendre ma famille. Ouais. Mon gars, quand il nous voit poser un geste qui n'est pas écologique ou qui fait juste pas de sens, je vais vous dire, au-delà, même avant de parler d'écologie, on va juste faire, c'est quoi la bonne chose à faire? Ben il nous le dit, hein? Il connaît bien ce qui va dans chacun des bacs. Puis je pense qu'un des bons moments qu'on l'avait sensibilisé à ça, c'est quand on est allé aux Îles-de-la-Madeleine. Hein, la gestion des matières résiduelles est plus complexe là-bas. Donc, il savait exactement ce qu'il y avait dans le brun, dans le vert, puis dans la poubelle. Mais je réalise, par exemple, que mes grands-parents, les amener au compost, ça va être tout un combat. Est-ce que vos jeunes sont un peu vos petits soldats d'influence générationnelle? Parce que justement, ben eux... C'est à eux qu'on lègue cette planète-là qu'on a peut-être donné un peu moins d'amour, ou qu'on a négligé certainement dans les dernières années, puis qu'on continue à négliger. Fait que les jeunes, quelle place ils viennent jouer dans tout ce rôle-là de sensibilisation? Là? Une place certainement importante. C'est pour ça qu'on essaie de s'adresser aux jeunes, mais de tous âges aussi. Là. Et puis, c'est certain, là, ils ont la capacité de livrer un message qui sera mieux entendu par les parents que nous directement. Ouais. Ils ont le charisme pour le faire, clairement. Pour des aptitudes de conviction. Puis ils ont cette curiosité-là aussi là, qui fait en sorte qu'ils sont ouverts à bien des choses. Ils remarquent ils remarquent des fois des détails qu'on ne voit plus. Ils vont questionner aussi. Donc, c'est sûr que c'est définitivement des bons entremetteurs auprès de d'autres publics. Mais j'ai envie de dire aussi que les aînés sont... oui, c'est ça, mon exemple n'est pas représentatif d'une génération. Compost, là. Je parle des miens. Ouais. On a beaucoup, beaucoup d'aînés aussi qui sont des alliés, qui comprennent, qui ont eu le temps de s'informer, puis là, qui ont le temps de s'impliquer, de s'investir. Puis ça, c'est précieux aussi. Oui, c'est... en tout cas, vous touchez à quelque chose qui est vital. Puis vous avez parlé quand vous avez commencé au Gram, là, puis votre mission qui est d'amener un peu plus de nature dans la ville. Comment vous trouvez qu'on score à Montréal? Je trouve que ça va bien. Ouais. Je trouve que c'est prometteur et enthousiasmant. Il y a beaucoup d'écoute, de plus en plus. Je prends un projet très, très concret qu'on a fait au Gram. Là. On a amené, là où il y avait juste de la pelouse, beaucoup d'arbustes et de plantes indigènes au bord du fleuve. Puis on a posé des panneaux. C'est un écran végétal, on dit un écran végétal anti-déchets parce qu'il coupe une aire de table à pique-nique du bord du fleuve. Quand les poubelles débordent, des fois, ça s'envole. Et on l'a expliqué. Et non seulement il n'y a pas eu de plainte,
Mais ça a pu montrer à l'arrondissement que faire de la gestion différenciée des espaces verts, là, pour le bon mot, là, mais de penser remplacer de la pelouse par d'autres types de végétaux plus hauts, plus diversifiés, ça peut passer. Puis là, l'arrondissement a été de l'avant avec un 20 000 m², je pense, d'arrêt de tonte cette année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se font par plusieurs acteurs, là, à la grandeur de l'île, et il y a de l'écoute des décideurs, mais de la population qui répondent, qui en demandent plus. Ouais. C'est vraiment le fun. On voit beaucoup, c'est peut-être pas, je ne sais pas si c'est dans votre champ d'expertise, mais on voit de plus en plus des lieux où finalement la première coupe du gazon se fait un peu plus tard, parce qu'on pense aux insectes, je ne suis jamais capable de dire le mot, le pollinisateur. Yes. Oui, dans le bon ordre avec les bonnes consonnes. On voit ça de plus en plus, fait qu'on voit qu'il y a quand même une sensibilisation, puis c'est pas juste les gens sur leur propre terrain, là, on voit les parcs, là, les arrondissements, les villes qui vont retarder la tonte du gazon. Ça, c'est un bon indicateur de sensibilisation. En tout cas, du moins, je pense qu'il y a une belle écoute, là. Oui, puis ça, mais c'est exactement le genre de résultat où on se dit, OK, on a réussi à convaincre même les moins convertis. Ouais. Pas nécessairement qu'ils sont convaincus, ils vont le faire chez eux ou ils croient puis ils vont le promouvoir, mais ils sont corrects avec ça. Oui. Ils ont passé de dire « Oh mon Dieu, c'est sale, c'est mal entretenu » à « OK, bon, on est rendu là dans la transition écologique, correct. » Ouais, fait qu'il y a de l'acceptabilité qui se fait, que des fois, c'est ça, des fois quand c'est silencieux, on le remarque moins, là, mais ça se passe. Oui, clairement, en tout cas, vous êtes un bon acteur de tout ça, puis c'est intéressant de voir que, votre mission, c'est pas juste de mettre de la tourbe partout, puis ça y est, on a du gazon, puis c'est réglé. Vous avez donné l'exemple, vous aviez un endroit sur le bord de l'eau qui avait de la pelouse. Là. C'était pas ça l'enjeu. C'était pas un stationnement en asphalte que vous avez converti, mais de voir comment on peut repenser les lieux, en tout cas les utiliser de façon plus intelligente, puis en même temps, s'assurer qu'il n'y ait pas de scrap qui s'en va dans les cours d'eau, parce que je pense que vous en avez ramassé pas mal. Oui. Là, j'ai juste scrap, là, mais déchets, j'imagine, là, ça va être un plus beau mot. Notamment, là, dans le coin de le ruisseau, j'avais vu là, des notes, là, berge du ruisseau Bouchard, territoire de Kanawake. Ils s'en ramassent, là, si je comprends bien, des déchets toxiques et dangereux sur les berges, là. Oui, sur les berges et dans le fond du fleuve aussi. Là. Ouais, on a fait, pendant quelques années, on a fait des opérations de nettoyage sur terre et sous l'eau avec l'exploratrice sous-marine Nathalie Lasselin et des plongeurs bénévoles qui trouvent plein de trésors. En fait, eux, c'est des plongées bien excitantes d'aller ramasser des déchets au fond de l'eau. Fait qu'on a fait, tu sais, c'est pas pour dire que c'est particulièrement sale au ruisseau Bouchard ou quoi que ce soit, quoi que c'est, en tout cas. Mais il y a des endroits où on a fait le quai de la Chine là, plusieurs fois. Puis notre dernière opération de nettoyage, on a sorti très peu de déchets. Puis on estime que c'est parce qu'on a fait le tour, puis que le fond du fleuve est rendu plus propre. Puis peut-être qu'il va falloir y retourner dans 4-5 ans, mais sur un horizon de 3 ans, on a sorti des choses qui dataient de très longue date. Oui, des vieilles bornes de change de la STM, des autobus de la STM, là, dans le temps qu'on... on a trouvé une moto qui avait été volée en 2001. On l'a retrouvée en 2019. Fait que, tu sais, c'est ça. On a fait du ménage de plusieurs années. Les gens jettent tout dans l'eau. On a même déjà trouvé des mobylettes électriques dans le canal de la Chine pendant le projet pilote. Ouais. On va s'arrêter un petit instant, si vous voulez bien. On va prendre une courte pause, puis on continue cet échange-là super intéressant avec Catherine Houbard, qui est directrice générale de l'organisme Le Gramme. Et vous êtes de retour à cette émission des Héros Anonymes. On est avec Catherine Houbard, directrice générale de l'organisme Le Gramme. On a mis la table, on a parlé, puis j'ai essayé de me mettre à votre place puis d'amener ça dans du concret. Puis on va continuer dans le concret. Vous avez plusieurs champs d'intervention, je vais vous dire, auprès des jeunes, notamment dans les écoles. Ça passe beaucoup par des programmes. Il y a des programmes comme Lecteurs en herbe, il y a d'autres programmes.
Ça ressemble à quoi, justement, ces interventions-là ou ces programmes-là que vous offrez dans les écoles? Ah, c'est le fun. On intervient auprès des jeunes à plusieurs moments dans l'année. On vient pas juste dans des rencontres ponctuelles. Ça arrive des fois, sur certaines activités, mais pour les programmes scolaires et préscolaires là, qu'on met en œuvre, on est là à plusieurs reprises. Je vais prendre Lecteur en herbe, par exemple. Oui. C'est un programme d'éveil à la lecture et à l'environnement pour les tout-petits, les 2, 3 à 6, 7 ans. Okay. On va dans les milieux de garde, principalement les milieux de garde privés ou familiaux, de l'Est de la Chine, là, où il y a beaucoup de défavorisation. Ouais. Et on va les rencontrer 12 fois durant l'année, ces enfants-là. Une fois par mois, on a des activités, des ateliers thématiques sur la biodiversité, le cycle de l'eau, la gestion des matières résiduelles. On parle de ça même aux 3 ans. Et puis, pour chaque activité, ben, on leur lit une histoire. Des fois, c'est notre mascotte Climat qui lit l'histoire, le Vous petit avez raton une laveur. Qui s'appelle Climat, tiens. Ben oui. Tout est dans tout. Fait que là, les enfants, c'est de même, ça accroche, c'est incroyable. Puis après ça, ben après l'histoire, on fait des activités avec eux et on fait toujours ça dehors. C'est notre modus operandi parce que c'est de l'éveil à la lecture et à l'environnement. Et puis, même si on n'est pas en pleine forêt, il y a de la nature autour de nous. Il y a des choses à découvrir, des insectes à voir, des phénomènes à observer. Fait que même en hiver, on les fait sortir. Oh, wow. Et en janvier, c'est le thème de l'énergie. Ils bougent beaucoup pour découvrir l'énergie qu'ils ont en eux. Et puis, ça se passe toujours bien. Puis, à travers ça, ben, on évalue, on s'est fait un protocole de mesure d'impact pour évaluer, ben, est-ce que vraiment, tu sais, au terme de l'année, les enfants sont plus, ont moins de freins à jouer dehors ou à, tu sais, des fois, je veux dire, une branche, pas sale, une branche, tu sais. Fait que ce genre de choses-là, puis aussi de voir leurs habiletés, pas à lire, forcément, mais à manipuler des livres ou avec le vocabulaire. Et puis, on voit des beaux changements. Bien, vraiment. Fait que par ricochet aussi, ça amène plein d'autres belles choses au-delà de la sensibilisation ou de l'éveil. Vous parlez justement de la lecture, bouger dehors, apprendre à apprécier dehors. Là, moi, c'est ça. Je viens d'une génération où les parents avaient de la misère à nous faire rentrer en dedans. En ce moment, j'ai plus d'enjeux à faire sortir mon gars dehors. Mais je trouve ça extraordinaire. Fait que ça, c'est l'éveil lecteur. Ça s'appelle Lecteur en herbe. Lecteur en herbe, oui. C'est parfait. Avec Climat, que j'espère rencontrer un jour. Oui, Climat, puis c'est possible de poser des questions à Climat sur notre site web aussi. Ah ouais? Oui. Ah ben là, Climat va vous répondre. Rendez-vous sur gram.org immédiatement. Arrêtez de nous écouter, puis garochez-vous sur gram.org immédiatement, assurément. L'éco-citoyenneté, je pense que les parents sont de plus en plus informés sur le sujet, entre autres par les enfants. Mais vous avez d'autres programmes là, qui ne s'adressent pas juste aux enfants, on en a parlé beaucoup, pour un simple citoyen, une simple citoyenne qui pourrait peut-être bénéficier de vos services. Pour quelle raison j'irais sur votre site d'ailleurs? Pourquoi est-ce que j'irais me renseigner? Qu'est-ce que je peux retrouver, entre autres, soit sur votre site ou en communiquant avec vous? Bien, si vous êtes citoyen de l'ouest du Grand Montréal, il y a des bonnes chances qu'on desserve votre secteur avec le programme Ensemble on verdit, qui est un programme de plantation d'arbres en milieu résidentiel. Je vais dire no-brainer, en guillemets, là, c'est vraiment clé en main. C'est parti d'un besoin des villes qui nous disaient on émet des permis d'abattage avec une obligation de remplacer les arbres, mais c'est très difficile de faire respecter la réglementation. Puis les citoyens vivent un paquet de freins, d'obstacles à replanter un nouvel arbre et on veut les aider, les soutenir là-dedans. Fait qu'on a développé un programme où le citoyen va sur notre boutique en ligne, il sélectionne sa ville et puis là, il y a un choix d'arbres. Les essences correspondent au choix de la municipalité, fait qu'il n'y a pas d'arbres interdits par la réglementation. Les calibres aussi fonctionnent pour le remplacement. Après ça, ben, il va pouvoir continuer son achat, il va pouvoir mettre son numéro de permis d'abattage. Fait que nous, on va faire la reddition de compte pour lui. La ville va savoir à terme qu'il a remplacé son arbre abattu avec un nouvel arbre, de quelle essence, de quel calibre. Et puis après ça, ben nous, il y en a qui payent une petite portion, mais en gros, les villes décident quelle part du coût de l'arbre ils souhaitent couvrir. Certaines vont couvrir 100% de l'arbre. Puis à la fin, ben, nous, on va le planter chez lui. Ah oui, en plus? Oui. Bon, OK. Vraiment, et il est garanti un an. Vous disiez que c'était clé en main. C'est vraiment du clé en main. Vraiment. Là. Mon Dieu, j'ai le goût d'abattre des arbres pour les remplacer. Il n'y a plus de raison à ce point, mais c'est ça. Il y a des gens aussi, il y a plusieurs villes qui vont fournir le programme pour acheter un nouvel arbre aussi pour accroître la canopée, pas juste la maintenir. Là. Ouais. C'est extraordinaire, mais vraiment, quand vous dites clé
en main jusqu'au bout. Là, Jusqu'au bout, c'est ça. Il n'y a plus de raison. Une de nos priorités stratégiques, c'est de faciliter le passage à l'action. Puis ça, c'est un excellent exemple. Il n'y a plus de raison. Vous ne pouvez pas le faciliter plus que ça, c'est je pense. Ça. Puis dans plusieurs villes du Québec aussi, on offre des subventions à l'achat de produits d'hygiène personnelle durable et de couches lavables. Fait que ça aussi, c'est en ligne. C'est facile. Oui. Les municipalités font appel à nous pour administrer ça. Okay. C'est plus simple des fois que de mettre en place l'initiative avec les services internes. Ouais. Puis pour les citoyens aussi, là, ils se rendent sur notre site puis peuvent demander la contribution municipale pour leur achat. Ah, ben c'est fantastique. Ouais. Est-ce que vous faites aussi un peu d'éducation dans tout ça? Vous parlez des couches lavables. Oui. Ça peut faire peur. Là. Les gens ont peur de scraper leur laveuse parce que ça va être plein de matière fécale. J'ai bien dit ça, hein? C'était noble. Mais est-ce que vous rassurez les gens sur ce que ça peut impliquer aussi? Oui, puis on a, entre autres pour les produits d'hygiène personnelle durable, là, on a aussi mené un sondage avec les G-Marketing sur les obstacles puis les réserves que les citoyennes principalement, avaient à acheter des produits durables au lieu des produits jetables, des produits menstruels. Puis on a travaillé une campagne de communication, une trousse de communication qu'on remet aux villes participantes aussi, en travaillant spécifiquement sur ce qui est ressorti de ça. Puis on est capable de faire le lien avec notre sondage maison des acheteuses, là, leur retour d'expérience. Fait que, oui, effectivement, on va là aussi. C'est important de sensibiliser. Ben oui, puis ça se passe à tous les niveaux. Je vais vous avouer, j'ai de plus en plus d'amis, je m'en vais chez eux, puis maintenant, ils ont des bidets. Il y en a certains qui ont les petites débarbouillettes, il y en a qui, pour les visiteurs, ils ont gardé un rouleau de papier de toilette parce que c'est pas tout le monde qui est rendu là non plus. Nous, on est prêts, là, s'il y a une première ville qui veut subventionner les bidets, on a l'infrastructure pour faciliter son passage à l'action. Si j'avais pas mis des bidets dans toutes mes toilettes, j'aurais poussé fort à ma ville. Moi, c'est réglé, mais on lance quand même l'appel parce que c'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, le dossier n'est pas réglé pour tout le monde encore, mais clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à repenser chacun des petits gestes. Là, vous avez parlé des produits d'hygiène, on va parler de différents éléments, puis ça commence des fois juste avec son carré d'arbre pour ceux qui habitent en ville. C'est un premier petit geste, comment on peut l'amener plus loin. On a parlé du fait que vous êtes un organisme de bienfaisance, donc clairement, vous devez avoir une portion qui vient des subventions de la ville parce que ça a l'air d'être un bon partenaire. Mais comment vous faites pour boucler votre budget à la fin de l'année, à en faire autant aussi pour les citoyens et citoyennes, là, quand vous dites que vous allez jusqu'à planter l'arbre, à un moment donné, il faut payer quelqu'un qui le plante, cet arbre-là. Oui, il faut dire que le GRAM fonctionne avec des fonds presque à 100% par projet. Okay. On n'a pas de fonds dédiés à la mission autrement que les dons que les gens nous donnent. Puis c'est une petite part de notre budget. Et c'est beaucoup des subventions gouvernementales pour des projets ou des contrats gouvernementaux, municipaux, privés pour des projets là aussi. Okay, surtout ça. C'est important, le soutien à la mission, parce que des fois c'est dur de tout rentrer dans des cases d'un projet. Définitivement. Ça, c'est un de nos défis. Puis on remercie ceux qui nous donnent, puis on espère en voir d'autres. Puis des dons corporatifs ou philanthropiques aussi. Là, on travaille fort pour justement diversifier nos sources de revenus, puis se consolider davantage. Certainement, parce que la mission, même si les bailleurs de fonds ne la financent pas nécessairement, c'est quand même ça qui fait vivre la machine. Donc, ça prend cet amour-là. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, votre équipe, les gens qui naviguent autour de vous pour les prochaines années au GRAM? Bonne question. En fait, je nous souhaiterais au GRAM de pouvoir toucher la tête puis le cœur d'un nombre grandissant de personnes parce que c'est comme ça qu'on va arriver à un meilleur environnement, finalement, là. Puis pas juste au niveau des gestes individuels, mais que les gens puissent adhérer à des politiques ambitieuses, des décisions audacieuses aussi, collectivement. Donc, j'espère qu'on va faire germer plein de bonnes idées, d'initiatives puis d'intérêts pour l'environnement chez les citoyens à qui on s'adresse. Je vous souhaite la tête, le cœur, puis je vais vous dire le ventre aussi, parce que vous avez des jardins collectifs qui produisent quand même pas mal de kilos de nourriture à chaque année. Sachant la croissance de l'insécurité alimentaire dans beaucoup de quartiers à Montréal, puis même dans beaucoup de villes au Québec, là, les jardins collectifs, c'est certainement une avenue. En tout cas, je pense que vous êtes déjà dans ce terrain-là. Hein. On est dans ce terrain-là, oui. Puis ça souligne aussi que souvent, les enjeux puis les solutions environnementales, ils servent aussi sur d'autres plans sociaux, économiques. Totalement. Totalement. On a tout avantage à être un peu plus
plus aimants de notre planète. Mhm. C'est elle qui nous procure un toit, puis c'est elle qui nous procure aussi ce qu'il nous faut dans le ventre à tous les jours. Donc, on a tout avantage ben c'est ça, à être un peu plus sensible, un peu plus informé aussi, hein, parce que Ouais. je pense que ça part de là à la base. Là, quand on le sait pas, c'est dur de changer. Fait que clairement, vous avez une mission qui coche toutes les cases. C'est un grand plaisir, Catherine Houbard, de vous avoir avec nous. Merci, vraiment, pareillement. Merci beaucoup. Si on veut plus d'informations sur le GRAME, on se rend sur GARME.org ou on appelle au 514-634-7205. Alors, ben merci. C'était un immense plaisir de vous avoir avec nous. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieuses invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir encore une fois 2 autres héros anonymes. Bonne semaine.